Bonsoir à tous. Donc, ce soir, nous allons vous parler de la traduction en temps de guerre et nous allons essayer de vous montrer, avec quelques exemples, comment le geste de la traduction littéraire peut se révéler en temps de guerre un acte de résistance. Et les exemples que nous allons prendre seront issus de la période de la Seconde Guerre mondiale qui fait actuellement l'objet d'un programme européen porté par l'Université de Nantes. Donc je pense que pour commencer, quelques éléments de contexte sont peut-être adéquats. Tout d'abord, donc, le 22 juin 1940, après la défaite, la France signe avec l'Allemagne un armistice humiliant qui stipule que la France sera divisée en deux, en zone occupée et zone libre, et donc que la zone occupée sera occupée par les Allemands, par définition, la zone libre étant celle du régime de Vichy. Cette partition, avec la ligne de démarcation, sera en vigueur jusqu'à la fin de 1942. Alors, chose intéressante, dès que l'occupant arrive à Paris, il met immédiatement au point des listes de censure. Et ces listes de censure s'appellent les listes auto, et vous les voyez ici. C'est le fichier papier de ces listes auto qui vise à épurer en fait le milieu éditorial français et à interdire un certain nombre de langues étrangères à la traduction, mais on va y revenir tout à l'heure. Et il lance également dans la foulée un programme de traduction prioritaire de l'allemand en français. Qui doit à peu près contenir à peu près 500 titres, on va dire, parce qu'on n'a pas gardé d'exemplaires de cette liste, pour promouvoir donc la littérature allemande en France, en langue française, et pour donc réorienter le public français vers les auteurs allemands, et donc rééduquer le lectorat, le lectorat francophone. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que la France, certes, est occupée, mais il y a aussi l'empire colonial, Algérie, Maroc, Tunisie. Et là, vous avez la première de couverture de la revue Fontaine, qui publie en 1943 un numéro spécial intitulé « Écrivains et poètes des États-Unis d'Amérique ». Alors, dans les listes auto dont j'ai parlé à l'instant, il faut voir qu'une des préconisations, des obligations, était le refus de traduire de la littérature anglaise ou anglophone postérieure à 1870. C'est-à-dire qu'en fait, tous les auteurs modernes, entre guillemets, étaient interdits de traduction, et donc on ne se bornait qu'à la traduction des classiques, comme par exemple William Shakespeare et autres. En 1943, l'été 1943, la revue Fontaine à Alger, dont le directeur de publication est Max-Paul Fouché, publie ce numéro qui est un numéro qui est réellement un geste de résistance, parce qu'il fait toute sa place à la littérature anglophone, anglo-saxonne, moderne, avec des auteurs comme Ernest Hemingway, comme vous voyez peut-être sur la diapo, John Steinbeck, William Faulkner, T.S. Eliot et d'autres. Et donc, vraiment ici, nous avons une prise de position résistante de la part de cette revue qui, dès le départ, s'est positionnée contre l'occupation allemande et contre le régime de Vichy. Donc traduire devient un acte de résistance, et on a face à cela également un deuxième exemple que je vous montre parce qu'il est certainement très évocateur d'une anthologie. Donc nous avons une anthologie ici à gauche de littérature anglophone, et puis nous avons ici à droite une anthologie de littérature de poésie allemande intitulée Les Bannis. C'est une anthologie qui est publiée en juillet 1944, alors que quasiment la guerre se termine, mais elle est publiée par les éditions de Minuit clandestine. Donc c'est une anthologie réalisée dans la clandestinité qui s'appelle Les Bannis. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, dedans sont réunis les poètes qui avaient été bannis, c'est-à-dire en fait expulsés du patrimoine littéraire allemand par l'idéologie nationale-socialiste. Donc dans cette anthologie, nous trouvons des poètes tels que des juifs, Heinrich Heine, communistes, Bertolt Brecht,
des opposants au sens large, des poètes que l'on pourrait qualifier de gauche. Et donc cette anthologie est une anthologie résistante au premier chef. Pourquoi ? D'une part parce qu'effectivement c'est un geste des éditions de minuit clandestines, mais surtout ce qu'il faut savoir c'est qu'elle répond à une anthologie de la propagande allemande qui avait été publiée un an plus tôt, en 1943, par une maison d'édition collaboratrice, en fait, les éditions Stock. Et donc, dans la préface à cette édition clandestine, qui est donc signée par deux personnes intéressantes sous pseudonyme, hein, Armor et Mauge, la préface souligne que le but de cette anthologie est de remplacer les, je cite, volumes déshonorés de l'anthologie publiée par Stock l'année précédente. Donc il y a une volonté, en fait, tout à fait remarquable de racheter. La France rachète par la traduction ces poètes qui avaient été expulsés du patrimoine littéraire allemand et les réinscrit dans l'histoire littéraire allemande dont ils avaient été sortis, puisqu'ils étaient considérés comme indésirables par la propagande allemande. Donc voilà deux gestes de résistance vraiment très très forts. Et le troisième point sur lequel je voudrais maintenant m'attarder, c'est à qui doit-on cela ? Puisque quand on dit traduction, eh bien, on a forcément à parler des traducteurs. Donc, effectivement, les traducteurs et aussi les traductrices, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui traduisent à ce moment-là, mais Pauline vous en parlera tout à l'heure. Donc, les traducteurs et les traductrices sont très actifs dans cette lutte. Alors certes, il y a des traducteurs qui collaborent, mais comme aujourd'hui on parle de résistance, on parlera plutôt des traducteurs qui résistent. Et parmi tous ces noms de traducteurs qui résistent, j'ai eu envie de vous parler de Maxime Alexandre, qui est un cas vraiment très particulier. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est alsacien, donc germanophone de naissance, il est juif, il est sympathisant communiste, autrement dit, il a tout pour ne pas plaire à l'époque qui nous occupe de l'occupation allemande, mais ou est traducteur de la poésie allemande en français, et en particulier du poète allemand Hölderlin, Friedrich Hölderlin. Donc ce qui est absolument remarquable avec Maxime Alexandre et qui le rend tellement intéressant, c'est qu'en fait, il est absolument révolté de voir que Hölderlin a été récupéré par la propagande allemande comme un auteur nationaliste, comme un auteur patriotique. Et donc, par la traduction, il va essayer de réorienter de son côté la lecture que l'on peut avoir de ce poète. Donc, en 1942, il publie un ouvrage qui s'appelle Hölderlin le poète, qui est composé d'une petite partie essai, donc qui fait, on dirait, à peu près une moitié de livre. Et le reste de ce livre est consacré à des traductions de la poésie de Hölderlin. Et quand on regarde d'un peu plus près le choix qu'il fait de ses poèmes, eh bien, on se rend compte qu'il a volontairement choisi des poèmes qui ne sont ni chauvinistes, ni patriotiques, et en fait exactement ce que les Allemands avaient voulu laisser de côté, puisque en fait, pour l'occupant, Hölderlin était considéré comme le pur poète allemand par excellence, qui incarnait les valeurs allemandes. Et cela, c'est quelque chose que Maxime Alexandre, lui-même alsacien, ne peut supporter, cette réappropriation de Hölderlin. Et donc, par la traduction, il va s'attacher à dévoiler une facette de Hölderlin qui est pour lui l'essence de ce qu'est le poète, le vrai poète lyrique allemand, Hölderlin. Voilà, donc ce sont quelques exemples qui vous permettent de voir à quel point, précisément, cet acte de traduction pendant la guerre, on peut penser que pendant la guerre, on fait autre chose que traduire. Eh bien non, pendant la guerre, on traduit, et le geste de traduire devient aussi une manière de résister. Et je passe à Pauline. Merci. Donc je vais continuer à vous présenter un autre cas de traducteur qui a donc traduit de l'anglais. Comme vient de le dire ma collègue, les traductions d'œuvres anglo-saxonnes contemporaines ont été interdites par les listes auto. Et pourtant, on trouve bel et bien de la littérature anglo-saxonne contemporaine traduite sous l'occupation, notamment en Afrique du Nord, parce qu'effectivement, c'était une région non occupée, et peut-être que la censure a été un peu moins stricte, il y a eu un peu plus de marge de manœuvre, et aussi un peu plus de marge de manœuvre dans les revues littéraires. Les maisons d'édition, elles étaient strictement contrôlées, donc c'est vrai qu'on a un peu de traduction problématique, on va dire, en volume.
Le numéro d'Agüedal ici, en fait, il est assez étonnant et je voulais vous le présenter parce que je trouve qu'il est un exemple parlant de toutes les formes de résistance qui ont pu se mettre en place à cette période. Et ici, c'est le destin d'une revue c'est une revue assez modeste. Hein, on a parlé de Fontaine juste avant. Et puis en fait, c'est une revue plus modeste, donc qui est basée à Rabat, au Maroc, et qui est dirigée par Henri Bosco, donc l'écrivain provençal bien connu, et qui est tenu véritablement à bout de bras pendant l'occupation par Henri Bosco et sa femme. Hein. Leur correspondance atteste vraiment des difficultés matérielles, financières, trouver des contributeurs, etc. Donc déjà, cette revue avait beaucoup de difficultés, et pourtant, elle a mis toute son énergie, enfin Henri Bosco notamment, à publier un numéro anthologique de littérature anglaise. Donc finalement, regardez, si vous voyez, l'image est un peu floue, mais le numéro s'intitule « Hommage à la France des écrivains anglais contemporains » et donc porte bien son nom, puisqu'en fait, au sommaire figurent 23 auteurs, mais aussi des journalistes, des éditeurs anglais, qui ont écrit des textes exprès pour ce numéro. Donc on retrouve beaucoup de lettres, de témoignages à la première personne qui évoquent des souvenirs de bons moments passés en France. Un poème de Charles Morgan qui est souvent décrit comme le plus français des poètes anglais, qui s'appelle Ode à la France. Donc on est vraiment dans des déclarations d'amitié à la France. Et puis on a aussi un poème de T.S. Eliot qui est assez impressionnant, qui est le quatrième de ces 4 quartets. Et en fait, il l'offre à Agüedal véritablement, puisque ça va être la première traduction française de ce poème. Donc le fait d'avoir T.S. Eliot, qui est chef de file des modernistes, hein, à l'époque, un auteur interdit par les listes de censure, ça veut dire quelque chose. C'est véritablement une prouesse. Et il s'est impliqué dans le numéro puisqu'il a lui-même relu la traduction en français. Donc on sait qu'il a contribué personnellement à ce numéro. Ça me permet en tout cas de vous présenter une traductrice qui est Madeleine Bosco, puisqu'en fait il a fallu traduire tous ces textes. Hein. Il a fallu les récupérer bien sûr, mais maintenant il fallait les traduire. Certains ont été fournis directement en français, mais la plupart des textes, donc 15 textes ont été traduits par Madeleine Bosco, qui est donc la femme d'Henri Bosco. Et elle est un exemple parlant, je trouve, d'une catégorie de traducteurs qui a émergé à cette période, que sont les traducteurs de circonstance. Alors, je vais m'expliquer sur le terme. Dans le cas de Madeleine Bosco, elle n'était pas traductrice de formation. Elle n'avait jamais traduit avant la guerre. Et puis, elle traduit 15 textes pour ce numéro. Et puis, ensuite, elle ne retraduira pas. Et on a beaucoup ce cas de figure sous la guerre, pendant la guerre, sous l'occupation. Donc Madeleine Bosco aussi, dans la correspondance, on atteste des difficultés vraiment qu'elle a rencontrées pour traduire. Elle est à Ouzou, à 90 km au sud de Fès, sous une chaleur de plomb, et on peut s'imaginer qu'elle n'a pas d'accès aux ressources linguistiques puisque la communication avec la métropole est complètement coupée à ce moment-là. Finalement, les traducteurs comme Madeleine Bosco sont nombreux, et pourtant, qui se souvient de Madeleine Bosco? Qui l'a véritablement connue finalement? Donc, c'est pour cela que nous avons décidé de rendre un peu plus de visibilité à ces acteurs de la résistance, hein, qui sont quand même des passeurs de littérature. La littérature a pu continuer à circuler grâce aux traducteurs aussi. Et donc, c'est grâce aux traducteurs comme Madeleine Bosco que la littérature anglo-saxonne contemporaine a quand même pu circuler à ce moment-là de la guerre, alors qu'on l'avait interdite. Sachant aussi, je ne l'ai pas mentionné, je suis allée un peu vite, mais que le numéro d'Agüedal fait partie vraiment d'un système de propagande, hein, qui s'est instauré dans cette région à cette époque. L'Afrique du Nord était vraiment une région clé pour gagner la guerre. Donc il n'y a pas eu que cette anthologie. Fontaine a publié 2 anthologies aussi, en 1943 et en 1944. Suite au débarquement américain, donc en novembre 1942, c'est vraiment une région qui devient une région clé pour gagner la guerre. Et puis, donc ce numéro participe vraiment à cette propagande, cette forme de soft power, on va dire. C'est une manière non armée de gagner la guerre, de rallier l'opinion publique française aux Anglais, hein, et puis aux Américains. Donc voilà, c'était stratégique. Je vais vous présenter maintenant donc un projet que nous portons avec notre programme,
qui est on a cherché un moyen de rendre plus visibles ces traducteurs, de les sortir de l'invisibilité, voire de l'anonymat, et puis aussi de leur redonner un visage. Et donc nous avons décidé de créer un compte Instagram qui leur est dédié, qui s'appelle Literary Translators at War. Donc là, techniquement, il n'a pas été possible de vous montrer directement la page, le compte, mais vous pouvez normalement zoomer et scanner le QR code, et puis ça va vous faire atterrir sur notre page, notre compte. Donc ce compte est géré par les chercheurs juniors de notre programme, qui sont 4 doctorantes et 2 post-doctorantes. Nous essayons de publier, alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble ici pour Madeleine. Nous essayons de publier un portrait par semaine qui se compose de 3 publications. Donc en fait, on a une première publication qui va être plutôt un résumé de la vie et de la carrière du traducteur. Un deuxième post, donc une deuxième publication plutôt sur son activité pendant la guerre, et un troisième post plutôt sur une traduction marquante en particulier. Donc pour l'instant, c'est plutôt un succès, sachant que nous, on est un programme européen, donc ceux qui contribuent viennent de plusieurs pays. Nous avons des traducteurs italiens, des traducteurs roumains, des traducteurs et des traductrices polonais, enfin voilà. N'hésitez pas à vraiment aller voir ce compte. Alors nous, ça nous permet effectivement de redonner vie à ces acteurs de la résistance, à ces passeurs qui sont trop souvent invisibilisés. Mais ce qu'on espère aussi avec ce compte, et puis, c'est aussi de leur redonner un visage, parce que parfois, on n'a pas de photo du traducteur ou de la traductrice. Donc nous, une partie de notre travail, c'est aussi d'aller contacter les descendants et puis de leur demander de nous fournir une photo. Donc on redonne même parfois un visage à ces traducteurs et à ces traductrices, ce qui est très important. Ensuite, on espère, parce que la recherche est aussi faite d'heureux hasards, pouvoir peut-être obtenir quelques informations, pourquoi pas. Il n'est pas rare qu'un descendant retrouve un carton dans son grenier d'un ancêtre qui a traduit, et peut-être qu'en diffusant ces portraits, nous pouvons réussir à reconstituer ces destins individuels d'hommes et de femmes qui ont compté également dans la résistance littéraire. Voilà, je pense que c'est tout pour moi. N'hésitez pas en tout cas à suivre le compte, à le partager. Vous contribuerez ainsi à redonner vie à tous ces acteurs de la résistance. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation inspirante. Est-ce que dans la salle, vous auriez des questions pour nos intervenantes ? Alors, je pense qu'il y a un micro qui va circuler. Moi, je ne vous vois pas bien. Ah, je vous vois mieux. Dis donc, c'est plein. Voilà, déjà une première question ici qui arrive. Bonjour. C'est pas vraiment une question, mais le poème de T.S. Eliot dont vous parliez, est-ce qu'il est lisible, trouvable quelque part ? Je pense que vous avez le numéro d'Agwedal qui doit être disponible. Alors, il y a un extrait là sur le compte Instagram, sur le portrait de Madeleine. Il doit être disponible sur Internet parce qu'en fait, les archives d'Agwedal se trouvent à l'université de Nice. Et donc, si vous allez sur le site de l'université, dans les archives d'Henri Bosco, je crois que vous pouvez télécharger le PDF d'Agwedal. Ouais. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public ? Alors, je vois pas de main qui se lève, mais en attendant que quelqu'un se décide, moi j'avais une petite question pour vous. Alors déjà, je voulais vous dire que c'était super inspirant votre travail. Je trouve que cette idée de redonner un visage à des personnes oubliées qui en plus œuvrent à la diffusion de la culture quand l'institution faillit, c'est vraiment inspirant. Je me demandais un petit peu plus dans les détails, à quoi ressemble votre quotidien de recherche ? En fait, comment on fait pour aller chercher ces choses oubliées ? C'est quoi le niveau de ténacité qu'il faut avoir aussi pour retrouver tout ça ? Un très grand niveau de ténacité. Et comme disait Pauline tout à l'heure, c'est aussi des hasards heureux. Parfois, on tombe sur des choses qu'on n'a pas attendues et en tirant le fil, eh bien, on trouve. Et c'est le cas, par exemple, pour moi avec Maxime Alexandre, dont je vous ai parlé. Je l'ai découvert vraiment par hasard et en tirant le fil, je suis allée en Alsace, à Strasbourg. Et à Strasbourg, j'ai découvert que ces archives étaient dans une petite ville des Vosges, à Saint-Dié. Et donc, je suis partie à Saint-Dié-des-Vosges pour aller ouvrir les archives de Maxime Alexandre, qui n'avaient jamais été ouvertes. Donc, j'ai été la première à ouvrir ces documents. Ça a quelque chose de très émouvant. Et petit à petit, j'ai reconstitué son itinéraire
au point où aujourd'hui, eh bien, voilà, je suis capable de vous parler de lui et de lui donner un visage et de lui rendre hommage aussi. Et en fait, ce que peut-être sur quoi on aimerait insister, c'est qu'il y a ce côté mémoriel pour nous qui est très important, c'est-à-dire que ces personnes-là ont vécu, ont travaillé, ont eu une action culturelle très importante et très, je dirais, féconde en fait, en plein milieu de la guerre. Et il est important de leur redonner un visage et de les refaire exister dans le monde littéraire européen. Donc voilà, c'est un travail, je dirais, c'est être un peu le Sherlock Holmes de la traduction. Merci beaucoup. Pauline, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Non, je suis d'accord avec ma collègue. Parfois, ça nous met dans des situations... mais c'est aussi de beaux échanges, parce que dans le cas de Madeleine Bosco, les Bosco n'ont pas eu d'enfants. Mais on a la chance d'avoir l'arrière-petite-nièce qui fait vivre la mémoire d'Henri Bosco, qui est beaucoup plus connu que Madeleine, en fait. Donc, elle était dans son ombre, et pourtant, elle a fait certaines choses. Et en passant par Henri Bosco et par son arrière-petite-nièce, elle est toujours très heureuse, et ce n'est pas la première descendante avec qui je travaille. Et en fait, ils sont toujours très contents en général, que quelqu'un s'intéresse à l'un de leurs ancêtres, parce qu'en fait, ils sont très fiers de leur travail. Ils mesurent, eux, peut-être les enjeux de leur travail. Et puis donc, en général, ils sont très coopératifs et puis très heureux. Donc, c'est bien aussi. Alors, j'ajouterais juste, en général, parce que tout dépend du positionnement de l'ancêtre pendant la guerre, savoir de quel côté de l'histoire il se situait, du bon ou du mauvais, parce qu'en fait, moi, j'ai eu les deux expériences, c'est-à-dire j'ai eu à travailler avec le fils d'un traducteur qui était très heureux que je m'intéresse à son père et qui m'a donné accès à des documents, des photos. C'était absolument, c'était un moment fantastique. Et puis il y a des moments où on a des traducteurs qui étaient mal positionnés, enfin on se comprend. Et donc dès que vous touchez à la période de l'occupation et que vous commencez à prononcer le mot occupation, eh bien les gens se referment comme des huîtres et ne viennent plus du tout vers vous et même refusent de continuer à discuter avec vous. Donc il y a toujours un tabou très fort qui pèse sur cette période-là, je pense. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, parfait. Oui, j'ai une question plutôt d'ordre technique. Vos publications, c'est que sur Instagram ou il y a autre chose ailleurs, peut-être un ouvrage ou autre chose ? Alors, le programme a commencé en 2023 et effectivement, il y a des ouvrages à paraître, dont 2 déjà en 2026, dans une collection dédiée, ce qui s'appellera la traduction littéraire en temps de guerre. Donc, il y a effectivement des ouvrages à paraître. Le compte Instagram est destiné à toucher un autre public plus large et surtout à nous permettre aussi de collecter des informations, ce que ne nous permettrait pas forcément la publication papier. Mais l'idée, c'est de travailler sur tous les tableaux, en fait. Une autre question encore ? Oui, là-bas. Bonjour, merci beaucoup pour votre conférence, c'était super intéressant. Et je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensiez de la théorie d'Amélie Apter sur le fait que rien ne soit traduisible, puisqu'elle a cette théorie que rien n'est traduisible, tandis que vous parlez de la traduction en tant que résistance. Merci. Moi, je serais tentée de dire que rien n'est peut-être traduisible, mais qu'on traduit. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose de traduisible. Pas mieux. Et j'ajouterais pour finir que c'est quelque chose qui dépasse le cadre de la Seconde Guerre mondiale, puisque actuellement nous avons une guerre en Europe. Et dans mon équipe, nous avons des collègues ukrainiens. Et je peux vous dire que la traduction pendant la guerre, ils savent ce que c'est, ils la pratiquent au quotidien. Donc ce n'est pas juste un fait d'histoire passée, c'est un fait de présent également. C'est un bon rappel, oui. On a encore à peu près 5 minutes, si vous avez encore des questions que vous voulez poser à nos intervenantes. Oui, au premier rang, ici. Le micro arrive. Merci, c'était passionnant, vraiment. Je voulais savoir comment on mesure l'impact qu'a ce genre de littérature souterraine pendant ce genre d'événement. Je veux dire, on a des connaissances quant au nombre d'exemplaires produits, par exemple, à leur diffusion dans telle zone ou une autre. Voilà. Dans certains cas, oui. Dans d'autres, non. Par exemple, dans le cas d'Agouedal, on n'a pas les tirages. Mais alors, on a un travail impressionnant qui a été fait, et je pense que je vais le citer parce qu'il a été à la base de mes recherches. C'est l'ouvrage d'Olivier Cariguel,
qui s'appelle Revue littéraire sous l'occupation et qui a répertorié, alors, je pense, plus de 88 titres de revues légales clandestines en Afrique du Nord, en métropole, et qui donne beaucoup d'informations. Donc, dans certains cas, des spécialistes sur le sujet ont réussi à trouver l'information. Ça donne une idée de la diffusion. Mais par exemple, dans le cas d'Agouedal, on sait que ça a été diffusé au Maroc et en Afrique du Nord, et dans l'Empire, oui, seulement. Donc, ça donne une idée un petit peu du public que ça touche, mais sinon, on n'a pas beaucoup d'informations. On a plus d'informations quand il s'agit des chiffres allemands. Mais ce n'était pas le sujet. Une dernière question peut-être, tout au fond là-bas, oui. Oui, bonsoir. Je reviens juste sur la question qui a été posée sur le fait que rien ne soit traduisible, et je trouve ça très intéressant de se poser la question de l'intention sur la traduction. Vous disiez justement que traduire est un acte de résistance en temps de guerre, mais jusqu'où va l'acte de résistance? Est-ce que dans le choix des termes, dans le choix des textes, etc., est-ce que vous avez pu voir, vous, certaines choses là-dessus? Alors c'est une très bonne question et effectivement ça mérite une réponse assez différenciée. Donc pour faire court, on dira que effectivement certains auteurs sont traduits, et plutôt certains textes, en fonction des degrés de recontextualisation auxquels ils peuvent se prêter. Et là, je pense que Pauline pourrait dire quelque chose sur la traduction. De Jean Val, par exemple. Ouais. Oui. Parce qu'en fait, par exemple, pour le numéro américain de Fontaine, sur les écrivains contemporains américains, donc publié en juillet 1943 de Fontaine, Jean Val, qui était exilé aux États-Unis et qui était plutôt connu en tant que philosophe, lui a traduit énormément de textes. Il était aux États-Unis à ce moment-là. Il était bilingue, il connaissait bien la littérature et puis la poésie américaine. Et d'ailleurs, c'est grâce à nos recherches sur les parcours individuels qu'on a pu se rendre compte de ça. Hein. Mais en fait, il a traduit un poème de Langston Hughes qui s'appelle Homesick. Homesick. Oui, c'est ça. Homesick Blues, pardon. Et en fait, il aurait pu traduire, comment dire, il a décidé de ne pas employer le mot wagon, par exemple. Donc, il a fait une traduction, on a cru que c'était une erreur de traduction, puisqu'en fait, il a utilisé la voiture de la poste pour traduire le mot boxcar, qui correspondait au wagon de marchandises, vous savez, aux États-Unis, qui traversent les États-Unis comme ça, et puis on pouvait monter dedans clandestinement, et puis voilà. Et donc il a choisi de traduire ça par la voiture de la poste au lieu de wagon. Et en s'intéressant au parcours de Jean Val, on se dit qu'une erreur de traduction n'était pas possible. En fait, il était complètement bilingue. Il avait l'habitude de traduire de la poésie. Ça nous a sauté aux yeux parce qu'en fait, on s'est dit que c'était une erreur vraiment grossière. Et en fait, on se dit que c'était une manière d'éviter, probablement, de faire écho au wagon de la déportation et par là même aussi de faire écho à la ségrégation qui était en place aux États-Unis aussi. Donc voilà, mais c'est de manière très ponctuelle qu'on retrouve des choses comme ça, mais effectivement, peut-être que comme on voulait se placer du côté des Américains avec ce numéro, on a essayé d'éviter la traduction, le conflit diplomatique. Et puis il y a aussi éventuellement un poème, il y a une thématique qui revient pas mal dans ce numéro-là, c'est la thématique du silence. Et il n'y a pas trop de difficulté à comprendre que ça pouvait être recontextualisé. La vertu du silence, hein, surtout quand on sait qu'une année auparavant, donc 1942, il y avait eu la publication du Silence de la mer de Vercors, qui avait été un grand événement littéraire. Donc parler de silence et choisir de traduire des poèmes qui parlent du silence pouvait être aussi interprété comme une façon de faire écho à ce genre de résistance qui est décrite par Vercors dans le Silence de la mer. Merci beaucoup, merci tout le monde. Je vous propose qu'on applaudisse encore une fois nos intervenantes.